Mon fils, je suis venue te dire une chose. De nombreuses personnes sont venues me dire que tu écris encore des choses sur le président. Elles m'ont dit que ta vie est en danger parce que le président qui est au pouvoir ne se contentera pas de t'emprisonner comme l'autre avant. Mais celui-là va te tuer. Si ce qu'on dit est vrai, je viens te supplier de ne plus écrire. Si tu meurs. La suite de cette conversation que j'ai eue avec ma mère, je ne l'écrirai jamais dans un journal. Je n'ai fait qu'écouter, écouter et écouter. Des nuits blanches, des nuits agitées, ballottées entre deux idées. Suspendre la parution de l'Indépendant ou continuer. Bouribana, le destin fatal de Norbert Zongo. Mesdames et messieurs, juste avant d'entrer en studio, nous venons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sévigou, directeur de publication de l'Indépendant. Le 13 décembre 1998, dans l'après-midi, à une centaine de kilomètres au sud de Ouagadougou, les populations font une macabre découverte. Une voiture brûlée, les 4 occupants calcinés. Parmi ces victimes, Norbert Zongo, le journaliste le plus populaire du Burkina Faso. Cette mort plonge le pays dans une crise sans précédent. Le lendemain 14 décembre, la nouvelle se répand partout. Norbert Zongo est mort. Depuis l'accession de ce pays à l'indépendance, il n'y a pas eu un événement aussi important qui a marqué le pays. 13 décembre, pour moi, c'est quelque chose de très, très douloureux. J'ai pleuré, et je pleure encore. Et on a perdu un grand monsieur au Burkina. Je ne suis pas burkinabé. Donc vous avez perdu un grand monsieur au Burkina. Je ne fais pas quand même 2 semaines sans venir ici. Chaque fois je viens ici. Quand quelque chose ne va pas en famille, je viens. Pour le consulter, pour parler quand même. Pour moi, c'est comme... C'est un rituel. Le 13 décembre 1998, j'étais à l'école un lundi matin. Et ce jour-là, bizarrement, on n'a pas eu cours. Je suis rentré à la maison. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé que dans la famille, quand même, c'était un peu bizarre. J'ai demandé d'après la grand-mère et on m'a dit qu'elle était sortie en pleurs. Et quand je suis arrivé, elle m'a dit de venir, qu'on aille à Ouara parce que qu'on lui cachait quelque chose. Tu m'as mis comme pas toi. Ya bona han baba mama nde bakan talon wa. To boye te kuba sur le jugo. C'était un jour qu'on ne peut pas oublier. Ça a été la douleur dans le campement, ça a été la douleur dans tous ces enfants, le personnel, y compris Daniel, tout le monde a été bouleversé. Mais moi, je ne comprenais pas. Il a fallu que j'arrive sur les lieux pour imaginer un tel drame. Personne ne pouvait effectivement réaliser que l'accident
se soit produit. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous sommes tous partis tout de suite sur les lieux pour voir si c'est vraiment Norbert Zongo, le journaliste de l'Indépendant, ou bien c'est quoi. Une fois sur les lieux, la seule réaction, c'était vraiment l'émotion et la colère. De voir un ami devenu transformé en tas de charbon, ça fait de l'effet, c'était la colère. Les âmes sensibles de s'abstenir, quoi. Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est vraiment inhumain. Même au temps des guerres, même, bon, souvent c'est rare de voir, je ne sais pas comment qualifier ça. Voilà. L'annonce du décès provoque une onde de choc, douleur, consternation, indignation et beaucoup de questions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Communiqué du ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Nous assistons depuis ce matin à des manifestations incontrôlées marquées par des actes de vandalisme de groupes d'étudiants et d'élèves dans la ville de Ouagadougou. Ces manifestations seraient liées à l'annonce du décès accidentel du journaliste et directeur de publication du journal L'Indépendant, M. Norbert Zongo. Le mardi 15 décembre, des milliers d'étudiants et d'élèves descendent spontanément dans les rues. Ils expriment leur peine et réclament la lumière sur cette mort tragique. Les premières manifestations ont été spontanées, c'est-à-dire qu'elles sont allées d'elles-mêmes par suite de l'indignation des étudiants et des élèves. Effectivement, les étudiants sont descendus dans la rue, ils ont parcouru la ville et ils se sont attaqués au symbole du pouvoir, notamment le siège du CDP, qui est le parti au pouvoir. C'était un mélange de dépit et d'indignation. Et justement, à propos des événements survenus au siège du CDP à Ouaga, le secrétaire général du parti, M. Simon Compaoré, a réagi cet après-midi. Tous les vitres ont été brisées, les pare-brises des véhicules, les bus brûlés. Nous avons demandé à ce que les structures habilitées puissent faire le nécessaire, c'est-à-dire rechercher les coupables, les poursuivre et les punir conformément à la loi. Ça, c'est inacceptable dans un état de droit. Pourquoi une aussi grande mobilisation pour un journaliste? Qui était Norbert Zongo pour que sa mort provoque une telle réaction populaire? Né en 1949 à Koudougou, Norbert est passionné de journalisme dès son plus jeune âge. Il crée son premier journal au collège et s'exerce déjà à l'investigation. Je me rappelle, aujourd'hui, je crois que ça, c'est la farine Catwell ou quoi. En tout cas, c'était une farine là qu'on nous envoyait dans le cadre de notre alimentation. Et cette farine-là, il faut reconnaître qu'elle n'était pas consommable. Les élèves ont toujours dit que vraiment ce n'est pas une farine consommable, mais bon, on n'avait aucune preuve. Et bizarrement, Norbert, en compagnie d'autres personnes, ils ont prélevé cette farine-là, allaient de façon innocente le donner à l'hôpital de Koudougou pour une analyse. Et le technicien, dans son analyse, a dit, même pas farine ne devrait même pas être consommée par les porcs. Et Norbert, qui avait donc les résultats de son analyse à lui, a exhibé ça. Et je vois le comportement, je me rappelle encore du comportement de mon cousin intendant de l'époque. Il s'est attrapé la tête et dit, oui, qu'est-ce que je vais faire de toute cette farine qui était emmagasinée dans mon magasin. Donc voilà comment il a ouvert les yeux aux uns aux autres. Il a exhibé, il a dit, non, mes chères autorités, reconnaissez que la farine n'est pas bonne. Voilà le résultat de l'analyse. Par la suite, Norbert Zongo commence des études en journalisme au Togo. Mais même là-bas, il dérange le pouvoir. Dans son roman Parachutage, Norbert raconte l'histoire d'un dictateur africain. La ressemblance avec le président Eyadema du Togo est assez évidente.
Il se retrouve dans la ligne de mire des services secrets togolais auxquels il réussit à échapper. À son arrivée au pays, il est envoyé en prison pendant 1 année. Norbert poursuivra plus tard ses études au Cameroun grâce au soutien de son ami, l'écrivain Amadou Kourouma. De retour au pays, il trouve un poste dans la presse d'État. Tous les articles qu'il produisait, on refusait de publier. Effectivement, quand je partais lui rendre visite à Sidoya là-bas, tu vas le trouver dans son bureau en train d'écrire. Mais finalement, quand tu achètes le journal, tu verras, tu ne pourras même pas écrire Norbert qui paraît là. C'est comme si tu étais là pour la forme. Parce que tout ce qu'il dit, les gens refusent de publier parce qu'ils disent que c'est osé, c'est un peu osé, ou du moins c'est trop osé. Donc à la longue, c'est comme s'il ne faisait rien. De guerre lasse, Norbert Zongo démissionne de la presse d'État. Il crée plus tard l'Indépendant le 3 juin 1993. Nous étions 3. Il y avait Norbert, M. Baloum actuellement, qui est là, et moi. Bon, on faisait vraiment une équipe, quoi. Avec Norbert, il y avait l'ambiance. Bon, c'est-à-dire, il n'y avait pas de directeur et employé, quoi. Nous étions tous des directeurs. Le premier numéro de l'Indépendant est là. Voilà, l'intérieur. Dès ce moment, Norbert publie sous le nom de plume de Henri Sebgo. Il choisit comme credo Boribana, qui signifie la fuite est terminée. Cette expression du célèbre combattant africain Samori Touré symbolise la fin de son nomadisme. Avec son journal, Norbert décide d'affronter son destin. Aujourd'hui au Burkina, il y a 2 sortes de presse, d'une manière générale. Il y a ceux qui, d'une manière générale, critiquent systématiquement, et il y a ceux qui versent dans la laudation, dans la louange. Je pense que le style de Norbert se situait entre les deux milieux, c'est-à-dire qu'il, s'il critiquait, il proposait toujours des solutions. Il avait foi à son œuvre journalistique. Mais au-delà de l'œuvre journalistique, il avait foi en son pays, il avait foi à sa patrie. Et c'est à partir de là, justement, c'est ce qui lui a amené à faire un travail d'investigation assez poussé. C'est ce qui lui a amené à faire un certain nombre de réflexions assez mûries, etc. C'est d'abord et uniquement un paquet de convictions. En ce qui concerne le Burkina Faso, je n'en ai pas connaissance d'un journaliste aussi engagé. Et je crois que c'est ça qui a fait la grandeur et qui fait la grandeur toujours de Norbert Zongo. L'Indépendant acquiert très vite une renommée grandissante. Le journal dénonce sans crainte les différents régimes africains. Mais le journal de Norbert Zongo révèle surtout des affaires impliquant le pouvoir du président Blaise Compaoré. Norbert Zongo touchait à ce qu'on peut appeler l'aspect mafieux de ce régime, notamment tout ce qui tourne autour de l'escamotage de l'or du Burkina, la spéculation sur les terrains, l'élimination d'indésirables. Il y a quand même une série de crimes politiques depuis le début de ce régime. Donc il y a vraiment une composante de criminalité politique et économique très importante dans ce régime. Et Norbert Zongo a été malheureusement peut-être trop seul à explorer cette dimension. Au-delà de ces enquêtes d'investigation, du fait qu'il commençait à s'en prendre de plus en plus, j'allais dire, aux familles régnantes du Burkina Faso, je crois qu'il était devenu aussi une idole de la jeunesse. Et il suffisait qu'il s'exprime pour voir la salle pleine à craquer, refusant du monde. Il était en train de fédérer tout un mouvement intellectuel et surtout jeune autour de ses préoccupations. Ça aussi, ça commençait à faire très peur. Vous avez toutes les réponses de la misère actuelle de l'Afrique dans son passé, pas très lointain. N'allez même pas jusqu'à l'esclavage, vous restez à côté de la colonisation et vous saurez exactement qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre un président africain aujourd'hui et le commandant de cercle qui n'est plus là. Norbert Zongo était devenu la conscience de la jeunesse de notre pays. Le problème de celui-là,
c'est que ces idées n'ont jamais été à la hauteur des miennes. Norbert, en quelque sorte, était à lui tout seul un leader de parti politique, c'est-à-dire le parti des sans-voix, le parti des jeunes qui voulaient qu'il change, qu'il y ait quelque chose qui change au Burkina Faso. Le fait qu'on écoutait chacun de ses mots, que chacune de ses interventions était disséquée, était interprétée, était enregistrée, et puis on passait les cassettes de quartier en quartier, entre différents groupes de jeunes, autour d'un thé, autour d'une boisson, et je crois que son message avait d'abord une vertu quasiment sociale, pédagogique. Après tout ce qui a été brillamment dit, le résumé des libertés individuelles et collectives, moi, je donnerais seulement un seul mot. Le droit d'abord à la vie. Parce que pour jouir de sa liberté, il faut vivre. Norbert Zongo était porteur de vérité, porteur de secrets qu'il ne nous a pas révélés, mais on sentait, comme il l'a révélé lui-même dans son journal, qu'il était menacé. Bon, un jour, il a même écrit, là, Tempête sous crâne. Bon, il y a sa vieille même qui était venue, avec les menaces là, étaient tellement intenses que les gens même arrivaient chez la vieille à Koudougou pour dire à Norbert de faire attention, qu'ils vont te tuer. Norbert est là, il pas tout bon, tu n'es pas coïnda. Mais il a fait faut boulot da seba. Ntor de tinga pas ne drive man to. Ya ren la fait na ko. Norbert s'est réfléchi par 2 fois. Bon, s'il laissait ce journal-là, c'est comme on le dit quand tu rentres dans l'eau, tu arrives au milieu, tu sors, tu es mouillé, tu continues aussi, tu es mouillé. Donc Norbert était un peu comme ça. Il était en somme, je ne dirais pas piégé, mais prisonnier de la vérité. Mais le caractère du héros, c'est de vivre avec la vérité et de s'en faire le serviteur, malgré tout, jusqu'au bout. L'engagement de Norbert s'accroît au fur et à mesure que les menaces s'intensifient et se précisent. Au cours de ses investigations, Norbert lève le voile sur l'enlèvement de David Ouedraogo, le chauffeur du frère du président Compaoré. C'est pour cette affaire que Norbert, justement, a eu, à un moment donné, le courage de dire qu'au Burkina Faso, les vies humaines sont fauchées comme du fourrage et que ce sera le dernier mort. Qu'est-ce qu'il fait Norbert? Il mène une enquête et il découvre, on s'en apercevra après, avec rigueur, parce qu'il ne se trompe pas beaucoup, il découvre que derrière le meurtre de David Ouedraogo, le chauffeur du frère du chef de l'État, il y a d'abord le frère du chef de l'État, il y a la garde présidentielle. Dont le rôle n'est certainement pas d'attraper des citoyens, de les envoyer en brousse, de les faire creuser leur propre tombe, de les ensevelir vivants ou les avoir battus à mort, mis de l'essence, brûlés. Ça, ce n'est pas le travail de la garde présidentielle. Naturellement, tout être vivant ne pouvant résister à ces exactions, David Ouedraogo en est mort. L'affaire David Ouedraogo fait la une des 15 derniers numéros de l'hebdomadaire qui précède la mort de Norbert Zongo. Norbert Zongo s'attaque directement à François Compaoré, frère du chef de l'État, qu'il tient pour responsable de la mort brutale de son chauffeur. Dès lors, son destin semble entre les mains de la famille présidentielle.
La presse, c'est le quatrième pouvoir. Et Norbert, en tant que journaliste d'investigation hors pair, était lui-même, en lui-même, un pouvoir. Et ce pouvoir, il fallait justement le briser, mais comment? Par son élimination physique. Puisqu'on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas l'intimider, il fallait le tuer. La presse nationale est en deuil. Le directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant n'est plus. L'inhumation a eu lieu cet après-midi au cimetière de Gounguin. Le jour de l'enterrement, quand j'ai vu le monde, alors j'ai dit pourquoi pleurer? S'il y a tant de monde comme ça qui viennent pleurer Norbert, pourquoi pleurer? Et vraiment, quand je suis arrivé au cimetière, quand j'ai vu à une certaine distance que les étudiants ont accepté de prendre le cercueil pour porter sur leur tête et manifester tout en criant, vraiment, moi, j'étais dépassé. Et je me suis dit, Norbert n'est pas mort pour rien. J'avais la chair de poule quand ce cercueil-là arrivait et que d'un cri de cœur, tout le peuple disait justice, justice, justice. C'est en ce moment que j'ai compris véritablement que Norbert partait pour toujours. Ce qui m'a frappé, c'était l'atmosphère électrique. Toutes les mains ont voulu toucher le cercueil et l'accompagner jusque sa demeure, accompagné de portraits, du drapeau. Il y avait réellement une osmose réellement patriotique, réellement nationaliste autour du nom d'un homme. Comme une bombe, affreuse, amère, difficile à accepter. La thèse de l'accident ne convaincrait personne. Mais alors, que s'est-il passé? Mais alors, qu'est-ce qui allait se passer, en fait, dans le milieu de la semaine? C'était ça. Et c'était l'interrogation, en fait, qui courait dans tout Ouagadougou. On ne savait pas ce qui allait se passer. Réellement, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et je savais qu'un crime de ce genre-là ne pouvait pas rester, je ne dirais pas impuni, c'est-à-dire ne pouvait pas être accueilli de la même manière que ce qu'on a vu. Et effectivement, ça n'a pas manqué. La mobilisation, effectivement, s'est faite immédiatement. En réduisant le corps de ce valeureux fils du Burkina Faso à 5 kilos de viande, les criminels et leurs auteurs ont fabriqué une bombe de 5 mégatonnes qui va les emporter. Après les réactions spontanées, la contestation s'organise. Un collectif est constitué. Il regroupe des mouvements et associations des droits de l'homme et de la société civile, ainsi que des partis politiques d'opposition. La mort de Norbert a créé la possibilité de s'engager pour beaucoup de gens. Pour la première fois, dans un pays calme, ignoré, il y avait des gens qui pouvaient enfin, comme ailleurs, comme dans beaucoup de pays, s'exprimer et revendiquer des choses. C'est bon. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'immortalise, par le biais de la photographie, les événements qui vont avoir lieu. Le collectif accentue la contestation par des marches, des meetings et des grèves. Les militants exigent que la lumière soit faite sur la mort suspecte de Norbert Zongo. Est-ce que le Burkina Faso peut marcher sans les marcheurs du collectif? Est-ce qu'on peut faire marcher le Burkina avec des gens couchés? À moins que ce ne soit des reptiles, mais nous le sommes. Le peuple burkinabé a mérité le nom qui lui avait été donné par
Thomas Sankara, c'est-à-dire le pays des hommes à terre, il y a eu une espèce de réaction de dignité outragée, en disant peut-être que nous ne sommes pas un pays riche, mais nous avons une certaine... il y a des choses qui ne se font pas chez nous. Je pensais qu'il y allait avoir un mouvement dans la durée, un mouvement populaire dans la durée, qu'il fallait absolument suivre par l'image. Et donc, petit à petit, de fil en aiguille, il s'en est suivi un reportage hebdomadaire en fonction des événements, en fonction des manifestations, des rencontres, des meetings, et puis surtout voir un petit peu l'émergence de nouvelles personnalités. Je me suis aperçu que, en fait, il ne s'agissait plus de la personne de Norbert Zongo. À part la mise en bière, la cérémonie du cimetière de Gonguin, en décembre 1998. Après, c'était une récupération, mais au sens noble du terme, par le peuple burkinabé et par les amis du peuple burkinabé, d'un phénomène. La réaction du peuple burkinabé, ce n'était pas le pouvoir. Ce n'était pas de dire qu'on veut le pouvoir. C'était de dire ce pouvoir-là est criminel. Ce pouvoir-là a tué. Et ce pouvoir ne doit plus jamais tuer. Nous marchons demain, lundi, mardi, mercredi et après sur la présidence. Les écoles seront fermées. Voilà. Le président de Faso se mure dans le silence. Le gouvernement cherche ses mots. Des individus mal intentionnés, je le cite là, continuent d'organiser des manifestations anarchiques et des actes de vandalisme. Le désordre et le vandalisme ne passeront pas. Le ministre de la Justice, je le reçois là, il est sur le plateau pour lui aussi faire une déclaration. Le gouvernement, par notre voix, tient à rassurer le peuple de Burkina Faso que la procédure judiciaire suit normalement son cours. Acculé par la pression de la rue, le pouvoir accepte enfin de mettre en place une commission d'enquête indépendante. Cette commission compte 11 membres, des journalistes, des magistrats, des représentants des pouvoirs publics et de la société civile, ainsi que le secrétaire général de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Pendant les auditions, puisqu'il y avait plus de 200 personnes auditionnées, il y en a qui s'étonnaient, oui, mais vous êtes blanc, oui, mais vous êtes... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pendant les auditions, comment vous osez me parler, vous n'êtes même pas... C'était comme ça qu'ils me disaient, vous êtes, vous, ce blanc, vous n'êtes même pas burkinabé, qu'est-ce qui vous prend de me parler comme ça? Et alors? La commission pouvait mener toutes les investigations qu'elle estimait utiles, pouvait interroger n'importe quelle personne, ou groupe de personnes qu'elle estimait nécessaire, avoir recours à toutes les expertises, que ce soit des personnes au niveau national, mais au niveau international. La commission d'enquête indépendante explore toutes sortes d'hypothèses, parmi lesquelles une attaque par les bandits de grand chemin, les éleveurs ou braconniers, ou l'implication des services secrets étrangers. 3 hypothèses retiennent particulièrement l'attention. La thèse de l'accident est la première à être annoncée par les médias. C'est le décès accidentel. Ce tragique accident, décès accidentel. La thèse de l'accident, moi je n'ai pas un seul instant cru à cette thèse. D'autant plus qu'on disait que le véhicule avait pris feu. Ce n'était pas possible pour moi parce que je connaissais bien le véhicule. Le diesel il est lourd, il ne prend pas facilement feu comme ça. Et quand on est arrivé sur les lieux, effectivement, quand j'ai constaté, j'ai vu en fait la disposition du véhicule, ça n'a fait que renforcer à moi la thèse de choses, de l'assassinat pur et simple. C'est où exactement alors? C'est là, ouais. Il y a encore des bouts de verre et tout. Il était garé, il n'était pas accidenté. Il était garé. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, pourtant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu ni collision, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. C'est bizarre quand même de s'arrêter. Il n'y avait pas de trace de freinage. Non, il s'est arrêté.
Certainement, on a dû les arrêter. Ils ont cru que c'était... Quelqu'un qui leur a fait signe. Qui leur a fait signe. Et tu as pu examiner le corps du chauffeur qui était... Le chauffeur, oui. En fait, lorsque le médecin de Lyon, M. Guira, examinait le corps, j'étais à côté de lui. Ouais. Bon, on a senti qu'il y avait une taille au niveau de la... C'est ce qu'il dit dans le rapport. Il a des blessures à la tête qui n'ont rien à voir avec le feu, qui sont des blessures, il dit, avec un objet coupant, tranchant. Ça veut dire que la cause de la mort, il faudra voir ce que c'est. Voilà. Donc pour toi, la thèse, tout ça te fait dire que la thèse de l'accident, elle est à exclure. Elle est à exclure. Pour moi, il n'y a pas eu d'accident. Ah ouais. En dehors du journalisme, Norbert Zongo avait une seconde passion, la chasse. Une deuxième thèse a vite lié sa mort à des problèmes dans sa zone de chasse. Il faut savoir qu'effectivement, le journaliste Norbert Zongo gérait une zone de chasse et qu'effectivement, dans la zone, il y a des braconniers qui font leur entrée dans ces zones pour faire des prélèvements, pour faire la chasse de façon illégale. Ça peut être possible qu'effectivement, il y ait un conflit avec ces braconniers et que ça aboutisse à ce drame-là. C'est bien vrai que nos cultures étaient quand même différentes, mais on s'est rapidement compris tous les deux. Ça me revient, on était gauchers tous les deux, et on se marrait parce que quand on allait au tir à la cible, on pouvait se servir de la carabine de l'un et de l'autre. On n'a pas le droit de rentrer en brousse sans fusil, sans armes. Non, là, ils vont maintenant prendre de la poussière, là. On va pas parler très fort. Norbert était un chasseur amoureux de la nature avant tout. Je dirais pas un chasseur, je dirais plus un conservateur. Il était plus préoccupé par le souci de préserver sa faune que de tuer les animaux, que de prélever les animaux. Hein. Employons pas ce terme tuer, on dit prélever dans notre métier. Norbert, tous ses éditoriaux, il les écrivait au campement. Dans ces cases-là, Norbert il boucle le journal le samedi, et le samedi il revient, il rentre en brousse, il travaille. Le dimanche, il se lève, il rentre en brousse, et il revient, le temps de déjeuner, et il rentre, il travaille, et il remonte le lundi. Tene bete Norbert asimbe apoya pelega apaza baninira asimbe ne tundun tume adat ne fa pam ayir tene morge to wiwa sin wan pam anam manga mam ya mam nam manga me adiga man photo ayir to wiwa sin na wan pam wa to wa mam na nam banga me te telephone wa sin sille te pishin wa manishe mam nam banga me asin wan ta ya ni fa apui de me koba. Il y a précédent aucun conflit entre Norbert et les villageois, et Dieu sait quand il parlait de ces gens de la brousse, c'était ses amis. Quand il y avait un prélèvement, c'était pour les villageois, c'est-à-dire la viande partait dans les villages. Mais cette hypothèse de règlement de compte entre chasseurs se révèle non fondée. Finalement, la commission privilégie la thèse de l'assassinat. La thèse la plus plausible qui a été retenue par la commission d'enquête et qui a été étayée par les témoignages et les éléments recueillis sur le terrain, c'est la thèse donc d'un assassinat qui a été commis donc par l'entourage, ou en tout cas par le système, par le régime politique en place. Le 13 décembre 1998, Norbert Zongo, arrivant de Sapuy pour aller à son ranch qui est à quelques kilomètres d'ici, la Sicile, arrivé à ces lieux, ils ont trouvé un véhicule 4x4 double cabine qui était stationné par là. De telle sorte que tout véhicule venant est forcé à s'arrêter ou à descendre dans la crevasse ici. Et dès qu'ils se sont arrêtés, il y a
des éléments, 4 éléments qui sont sortis des arbustes par là, et il y en a qui sont sortis par derrière, non, qui étaient sur la cabine du moins du véhicule, et ils ont commencé à ouvrir le feu directement. Ayant fini, et il y a d'aucuns qui disent qu'ils ont arrosé le véhicule d'essence, mais en fait ce n'est pas ça. Ils ont une arme particulière qui est une arme incendiaire. Donc, ayant fini, ils ont tiré avec cette arme incendiaire et immédiatement le véhicule s'est enflammé. Bon, cela dit, quand l'opération se faisait, il semble qu'il y avait un témoin, un peul qui était venu par là, dans le buisson un peu plus loin, quand il était en train d'arracher ses plantes. Il a bel et bien vu le premier véhicule qui était arrêté là. Et il a vu arriver le deuxième véhicule et il a vu tirer sur le véhicule de Norbert. Donc voilà un peu ce qui s'est passé le 13 décembre ici. Le rapport de la commission est rendu public le 7 mai 1999. La conclusion est claire. Norbert Zongo est assassiné à cause de ce qu'il écrivait sur l'affaire David Ouedraogo. À propos des auteurs de l'assassinat, la commission désigne nommément 6 suspects sérieux, tous membres de la garde présidentielle. Tous sont également impliqués dans le meurtre de David Ouedraogo. Organisez-vous dans les secteurs, organisez-vous au mieux. Le peuple manifeste et exige l'arrestation des 6 suspects. Le gouvernement répond par la répression et la violence sur les militants du collectif. Nous sommes en état de légitime défense. En tant que travailleuses, épouses, mères et filles, nous souffrons de la banalisation de la vie humaine. Nous souffrons de la souffrance des veuves et des orphelins. Nous donnons la vie. Nous ne pouvons plus supporter de l'avoir ôtée aussi facilement à nos fils et à nos maris. C'est partout que nous entendons. Si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Pourquoi se pleure? Pourquoi se pleure? On a dit que c'est pour exprimer notre douleur et puis surtout pour montrer que la situation est très grave. Le gouvernement ordonne la fermeture des écoles et universités. Quelques mois plus tard, l'année universitaire sera invalidée. Robert Ménard de Reporters sans frontières commente le rapport de la commission sur les antennes d'une radio locale. Écoutez, il y a un État dans l'État. C'est la garde présidentielle. Elle se comporte comme des voyous. C'est la garde présidentielle qui est impliquée dans la mort de Norbert Zongo et de ses compagnons. Moustapha, vous voulez poser une question? Non, c'est pas plutôt une question, mais c'est plutôt parce qu'on a reçu un appel. Alors, c'est un coup que je veux faire, je vais arrêter l'émission. J'arrête l'émission parce que je ne veux pas qu'on vienne attaquer ici. On a été obligé d'arrêter l'émission au milieu parce qu'il y a eu des appels de gens proches de la garde présidentielle et du pouvoir en disant si vous continuez, je vais vous venir casser la radio et tout ça. Évidemment, le type a arrêté. Je rentre à mon hôtel et là arrive la police et tout ça. C'était stupide. Pourquoi c'était stupide? Parce que donc, ils viennent me chercher, ils m'emmènent, et je suis entendu par monsieur Bassolé, qui était ministre de la Sécurité, et qui me dit « J'en ai marre de vous, je vous expulse ce soir à l'avion. » Je dis « Monsieur Bassolé, de toute façon, cet avion-là, je le prends et je lui montre mon billet. » Et je dis « Mais pourquoi vous m'expulsez alors que je le prends ?» Et il tape du poing sur la table, il dit « Je fais ce que je veux, si j'ai envie de vous expulser, je vous expulse. » Les 6 suspects désignés par la commission d'enquête ne sont toujours pas entendus ni mis en détention. La contestation prend de l'ampleur. Après 6 mois de silence, Blaise Compaoré s'adresse au peuple. Concitoyennes et concitoyens, la forte émotion ressentie par tout notre pays après le drame de Sapuy traduit aussi le désir légitime des citoyens de voir s'exercer une justice rapide et impartiale. Le président promet de résoudre le problème. Il embarque le peuple dans une aventure en 3 épisodes.
Le premier épisode est la création d'un collège de sages composé des anciens chefs d'État et de notabilités religieuses et coutumières. À sa tête, Monseigneur Anselme Salou, archevêque de Bobo-Dioulasso. Que nous trouvions là pour rendre un service à la nation, quoi. Et je pense que c'est cette idée qui a prévalu. On nous demande, c'est pour le bien de la nation. Et puis, en fait, le président, dès le départ, nous a dit, il nous laissait, voilà, carte blanche. Petit à petit, nous avions conscience d'abord, on se construisait et on construisait quelque chose. Et je me souviens, ça c'était vers la fin, quelqu'un a dit, même si on ne tient pas compte de ce travail-là, ça rentre dans l'histoire de ce pays. Des propositions de solutions pour la sortie de crise. Le Collège de sages remet son rapport le 2 août 1999. Le texte fait une analyse assez critique des crimes de sang et des crimes économiques des 40 années passées. Le pouvoir de Blaise Compaoré est dans l'embarras. Je vois pendant le collège de sages, nous sommes tombés sur des faits. On a dit là, c'est l'institution qui est fautive. Bon, on ne peut pas la faire juger. Par quelle procédure passer pour qu'on puisse la guérir, quoi, vous voyez? Les militants du collectif sont relativement satisfaits, mais exigent du gouvernement des actions immédiates dans l'affaire Norbert Zongo. Le deuxième épisode de l'aventure concerne le procès de l'affaire David Ouedraogo, le chauffeur du frère du président. Dans ce contexte où tout le peuple burkinabé réclamait vérité et justice pour Norbert Zongo, où il y a eu une commission d'enquête indépendante qui a tout de suite dit, eh bien, Norbert Zongo est mort parce qu'il enquêtait sur l'affaire David Ouedraogo et que le mobile du crime, c'est ça, il fallait tout de suite juger cette affaire. Ils sont 5 militaires appelés à la barre du tribunal. L'adjudant Marcel Kafando, le sergent Edmond Kwama, les soldats de première classe Ouseni Yaro, Christophe Kombasséré et Marcel Cabré. Ils devront répondre du chef d'accusation de coups et blessures ayant entraîné la mort de David Ouedraogo. C'est une affaire qui remonte à 1997 suite à un vol d'argent intervenu dans la famille de François Compaoré. Après le procès David Ouedraogo, le peuple nourrit l'espoir que le dossier Norbert Zongo va enfin être jugé. En lieu et place du procès de l'affaire Norbert Zongo, le pouvoir Compaoré annonce à grand coup médiatique un troisième épisode, la journée nationale du pardon. Merci à tous d'être venus à cette journée nationale de pardon. Nous allons entendre son Excellence Monseigneur Anselme Titiana Sano, archevêque de Bobo-Dioulasso, président du Présidium. Monseigneur, vous avez la parole. Tout le monde, que ce soit, disons, l'exécutif en place, le législatif, et aussi l'opposition, était pour une journée de catharsis ou bien de pardon. Mais maintenant, certains étaient restés avec le schéma de l'Afrique du Sud. Bon, on n'a pas fait la vérité sur les choses. Donc, et puis, ce qui était le plus difficile, demander à une autorité en place de se reconnaître coupable devant son peuple. Peuple de Burkina Faso, en cet instant solennel, en notre qualité de président du Faso, assumant la continuité de l'État, nous demandons pardon et exprimons nos profonds regrets. À la vérité, l'assassinat de Norbert Zongo a été le détonateur de l'organisation de cette journée du pardon. Pourtant, le nom de Zongo n'est pas évoqué pendant l'événement. La famille de Zongo est absente du stade. Elle dénonce la tenue de cette journée à travers une lettre ouverte publiée dans la presse. Bon, journée nationale du pardon. Tu vas pardonner qui? Mais qui a fait quoi? On ne peut pas aller demander pardon dans un stade. Et si un jour, on veut quand même demander pardon,
je pense que il faudra se déplacer et aller voir sa maman. Et c'est elle qui pourra décider s'il faut pardonner ou pas. Sinon, nous on n'a rien à dire. Abikitam titinga na bol mama. Na ite ni abwan ko yin jibe yin fatin jibe. Ta bol mama. Bon sugur. Mam yelba. Yeni sal hambe. Mama vi mara zaram. Namba ti ko ni sala ning bugume. San ku bahadam bala to bram warik. Ye ha ne beo. Na kinga tenga ponyo to pare sugur. Patende sugur. Yeah, it's funny, man. But that what to Bamba Wawa. Velamte, Vilamte, of now what Kisha Ligidwa. I met Nina Kuneda, the heaven was quotas of the Ariande. Ye babe Nerita, and Paré Gangi. Mais jusqu'à présent, je te dis que personne n'est venu dire ce qu'il s'est passé du problème de Norbert à la vieille. Et jusqu'à présent, plus de 4 ans après, elle n'a jamais vu la tombe de son fils. Et ça, c'est douloureux. La réconciliation ne s'impose pas, le pardon ne s'impose pas, il se mérite. 5 ans plus tard, le dossier Norbert piétine. Chaque année, le collectif commémore cet assassinat et continue de réclamer justice. Que notre peuple a identifié les assassins, les commanditaires et les complices de Norbert Zongo. Il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Et si vous ne poursuivez pas, d'autres journalistes vont tomber parce que vous consacrez à l'impunité. Au fil du temps, le mouvement de revendication s'internationalise. Amnesty International, Reporters sans frontières qui perturbent la visite officielle du président Compaoré en France, ou encore le Kofanzo, sont déterminés à obtenir justice pour Norbert Zongo. Le plus grand succès du Kofanzo jusque-là, c'est notre manifestation donc, du 19 octobre 2001, lors de la venue de Blaise Compaoré, à l'invitation de Jacques Chirac. En arrivant, on a constaté qu'il y avait autant de policiers que nous. En fait, ils étaient très très nombreux. Mais nous, ce que ça montrait, c'est que l'État français est prêt à soutenir, quoi qu'il arrive, le régime Compaoré. En tout cas, ce jour-là, c'était clair. Ça a renforcé notre détermination. Des artistes peignent, écrivent et chantent pour Norbert Zongo. Parmi eux, le célèbre reggaeman ivoirien Alpha Blondy. Au clair de la lune, mon ami Zongo refuse de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Norbert Zongo, qui est un journaliste qui a été, selon les écrits, assassiné pour ses prises de position, représente des milliers de journalistes. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La jeunesse africaine, la jeunesse française, la jeunesse de par le monde s'est dit, voilà une chanson effectivement qui est vraiment pour Norbert Zongo. L'indépendant continue de paraître. Nous devons travailler pour que d'où il est, qu'il sache au moins que son travail continue et qu'il n'a pas œuvré pour rien. En tout cas, on se donne du chance comme ça. Mais après les actions, chacun fuyait vite pour rentrer chez lui. Parce que nous aussi, nous avions peur. Nous avions peur parce que, comme dit la Bible, quand on frappe le berger, les brebis s'égarent. L'indépendant continue son bonhomme de chemin. Il paraît régulièrement toutes les semaines
Il se vend bien et il fait partie des tout premiers journaux les plus lus au Burkina Faso. Et cela constitue pour nous une fierté parce que ceux qui ont tué Zongo voulaient en fait enterrer l'indépendant. Et 5 ans après l'assassinat de Zongo, le journal continue de paraître. Se trouve aujourd'hui le dossier Norbert Zongo. Je veux savoir où on en est exactement. Qu'est-ce qui explique ou justifie le retard apporté au traitement de ce dossier qui empoisonne l'atmosphère démocratique dans notre pays depuis plusieurs années? Les événements ont enfanté des réformes politiques et quelques personnalités du collectif ont été élues à l'Assemblée nationale. Maître Sankara et ses collègues de l'opposition continuent de faire pression sur le gouvernement. Pourtant, le gouvernement continue de répéter sa déclaration faite le lendemain du drame. Justice suit normalement son cours. Le juge d'instruction a eu les moyens logistiques nécessaires et financiers nécessaires pour commencer son travail d'instruction qui s'est résumé simplement à reprendre les auditions de ceux qui ont déjà été entendus par la commission d'enquête. Au cours de cette conférence de presse, les journalistes ont aussi évoqué les dossiers Norbert Zongo et Michel Congo. Le procureur général a indiqué que ces deux dossiers suivaient les cours et qu'il était faux de penser que les juges ne font pas leur travail. Ceux qui sont en prison en ce moment, ils sont en prison pour l'affaire Ouedraogo, pour la mort du chauffeur de François Compaoré, mais pas pour la mort de Norbert Zongo, même si les deux affaires sont liées en tout cas. Pour l'instant, il y a en tout et pour tout Kafando, l'adjudant-chef Kafando, qui est poursuivi dans l'affaire du meurtre de Norbert Zongo. Et il est en prison dans l'affaire de la mort de David Ouedraogo. Bien sûr, ça ne suffit pas. Parmi les 6 suspects sérieux désignés par la commission d'enquête, 2 sont déjà morts. Le seul inculpé, Marcel Kafando, est cloué au lit par une maladie mystérieuse. Bon, Marcel, s'il a envie d'aller avec son secret dans sa tombe, nous allons prier pour lui. Marcel, c'est un frère. C'est peut-être Marcel a été utilisé. Et ce qui est sûr, Marcel, c'est le dernier des Burkinabés à se lever parce qu'un journaliste écrit un canon et ça le dérange. C'est le dernier des soucis. Quelqu'un a envoyé Marcel. Si on ne peut pas faire justice, évidemment, il y a danger à l'horizon. Et quand vous êtes le frère du chef de l'État et vous pouvez désigner votre chauffeur qui va être torturé et ensuite faire tuer quelqu'un parce qu'il a osé mener une enquête sur tout ça, je suis révolté de ça, révolté. En plus de la justice humaine, il y a aussi un autre tribunal, c'est celui de la conscience. Mais au-delà de la conscience, il reste toujours le tribunal suprême, le tribunal divin. Donc les tribunaux sont nombreux. On ne peut pas échapper à tous les tribunaux. Et ce dossier-là ne sera jamais prescrit tant qu'il n'y aura pas justice et vérité pour Norbert Zongo. C'est un dossier, à mon sens, imprescriptible. Quelles que soient les décisions des juges dans cette affaire, je pense que tôt ou tard, le peuple lui-même tirera les conséquences. Tu vois, ce que j'ai essayé de représenter, c'est simplement un journaliste. Il se force chaque jour pour qu'il y ait vraiment de la lumière sur certains trucs. Et c'est là maintenant, à ce niveau, tu vois, bon, pour un peu caractériser notre terroir, là, j'ai fait une lame tempête. Ok, une lame tempête. Le tableau est un peu sombre. Ça veut dire que malgré tout ce que ces messieurs font, ils ont vraiment un avenir, surtout dans notre pays, très sombre. C'est ce que j'ai essayé quand même de matérialiser. Quand vous avez une Afrique où les dirigeants sont des Idi Amin Dada, des Bokassa, etc.,
vous donnez l'impression à l'étranger, mais aussi à un certain nombre d'Africains, qui ne sont capables que de cela. Quand vous avez un Nelson Mandela qui apparaît, qui surgit sur la scène politique, ça donne une autre image de la capacité de création, d'intervention politique au plus haut niveau de l'État. Dans le domaine de la presse, je crois que Zongo va jouer ce rôle, c'est-à-dire qu'il va montrer qu'en Afrique aussi, on peut faire un travail d'une qualité exceptionnelle. Et pour les générations futures de journalistes, je pense que c'est important. Enfin, 5 ans après, la mère de Norbert Zongo s'est recueillie pour la première fois sur la tombe de son fils. Pamana panga sia udu wen panamba wen katambe to bam wen amana wuni bamba bam me to mrateka wen do nambo